Binance Smart Chain, Solana, Avalanche et Phantom, ces 4 blockchains ont pour point commun d'avoir utilisé les mêmes stratégies de croissance. Et d'ailleurs ce sont pas les seuls, ça ce sont 4 que je connais principalement, mais il y en a plein d'autres. La majorité des L1 ont également utilisé ces mêmes stratégies. Dans cette vidéo, je vais te révéler comment créer ta propre L1 et comment faire ta stratégie de croissance. Alors évidemment c'est un petit peu sarcastique, mais en réalité c'est véridique, la majorité de ces blockchains ont utilisé les mêmes stratégies de croissance et on va regarder ça, on va tout débunker dans cette vidéo. Let's go! Toutes ces blockchains ont pour point commun d'être des L1, c'est-à-dire des blockchains qui ont pour objectif de faire un petit peu comme Ethereum, c'est-à-dire d'être des Ethereum killers selon le nom, qui d'ailleurs n'ont absolument pas killé Ethereum, bien au contraire. L'objectif là derrière, c'est qu'on ait une blockchain qui permette d'avoir des frais de transaction les plus faibles possibles pour essayer de contrer Ethereum, et en plus de ça qui permettent d'exécuter des smart contracts ou d'en publier si tu es développeur. Donc toutes ces blockchains là ont ces fonctionnalités là en plus d'être pour la majorité EVM compatibles, c'est-à-dire qu'elles vont utiliser le même langage de programmation Solidity que Ethereum, sauf pour Solana qui utilise quelque chose de propre à la blockchain. Et tu vas me dire, mais quelles sont les stratégies que ces blockchains-là ont pu utiliser? Eh bien, la première étape quand tu veux créer ta L1 ou alors ta blockchain à smart contract, c'est déjà de pumper le truc. C'est-à-dire qu'il y a une certaine valorisation. La première chose à faire, c'est de gérer ton marketing. De faire en sorte que les gens commencent à penser que effectivement ta solution technique, elle est bonne, elle est là pour durer et surtout elle est fonctionnelle. C'est-à-dire qu'il y a des smart contracts qui fonctionnent déjà dessus, les frais de gaz sont minimes, c'est assez facile à faire surtout au début parce qu'effectivement il n'y a pas beaucoup de transactions sur ta blockchain, donc il n'y a pas beaucoup de gens qui font la compétition pour les frais de gaz et donc les frais de gaz sont assez faibles, donc c'est assez facile de mettre ça en avant et en plus de ça elle tourne bien, les transactions sont rapides, bref c'est un cheval de course ton truc par rapport à Ethereum qui n'est qu'un âne, qui est vieux, qui est déboussolé, bref ça fonctionne plus trop bien. Regardons, venons à la nouvelle technologie. C'est la technique numéro 1, toutes ces blockchains vont faire leur marketing, vont évidemment mettre en avant le fait qu'elles fonctionnent bien, ça tourne, ça fait des transactions rapides, très rapides, il suffit d'aller sur les différents sites, il suffit d'aller par exemple sur Métis, tu vas vite comprendre. Voilà sur Métis, j'utilise celle-ci par exemple, parce que je sais très bien qu'ils ont un petit comparatif, histoire de montrer pourquoi eux, alors eux c'est une L2, du coup c'est rien à voir avec une L1, mais dans le principe c'est la même chose, ils vont véritablement mettre en avant le fait que eux ils ont un truc qui fonctionne mieux, qui est plus cool qu'Ethereum et que du coup c'est pour ça qu'il faut les choisir eux et pas Ethereum quand tu veux développer quelque chose. C'est un exemple. Jusqu'à présent, c'est-à-dire jusqu'au début du bull run précédent, c'était assez difficile de faire du développement sur autre chose qu'Ethereum. T'avais pas trop de choix. Ethereum c'était la blockchain principale et si tu voulais développer des smart contracts, c'était sur Ethereum. Il y a une ressource en fait qui était assez scarce, du coup assez rare. Cette ressource là c'était l'espace de bloc, le block space. Parce que sur Ethereum il n'y a qu'une certaine quantité de blocs qui sont créés tous les jours et cette quantité de blocs là, tout le monde veut rentrer dedans pour pouvoir passer ses transactions ou pour pouvoir développer ses smart contracts. Jusqu'à présent ça coûtait assez cher de faire ça parce qu'effectivement tout le monde utilise Ethereum. Au fur et à mesure, on a de la concurrence qui débarque, le block space devient de moins en moins cher parce que tu peux lancer sur la Binance Smart Chain, tu peux lancer sur Solana, tu peux lancer sur Avalanche, tu peux lancer sur Phantom, sur Métis, sur toutes les blockchains qui existent et ces blockchains là peuvent te proposer de lancer pour des coûts qui sont vraiment dérisoires. Je sais, j'ai lancé mon propre smart contract sur Phantom, ça m'a coûté l'histoire de quelques centimes. Vraiment négligeable, tu veux faire la même chose sur Ethereum. Là par contre en termes de prix on est sur direct très facilement des centaines voire des milliers d'euros en fonction de ce que tu veux développer dessus. Première étape, asseoir sa supériorité, montrer que ta blockchain elle est là pour durer, tu proposes quelque chose de plutôt cool. La deuxième étape, ça va être une fois que tu as récolté des fonds, une fois que la blockchain est un petit peu valorisée, que les gens savent que tu existes, ça va être de payer les développeurs. Et pour ça en général, ça se fait d'une façon très simple, les blockchains vont utiliser des grants. Tout simplement, c'est des fonds qui vont être alloués aux développeurs qui vont développer des trucs cool sur ta blockchain. L'objectif d'avoir des incentives, c'est tout simplement de faire en sorte que les développeurs vont venir sur ta blockchain pour développer des projets. Ici, par exemple, tu as celui de Phantom qui finalement a été annulé, me semble, parce que j'en ai pas eu plus d'écho que ça, et a priori, ça devait être en juin. Donc, je sais pas si effectivement ça s'est fait ou pas, mais en tout cas, ça, l'objectif de ces choses-là, c'est de faire en sorte que les développeurs débarquent sur ta blockchain et viennent développer.
Pourquoi? Bah parce que toi, si tu as créé ta blockchain, tu vas te dire, écoute, je vais rincer les développeurs, je vais les mettre extrêmement bien, comme ça ils vont choisir moi plutôt qu'une autre blockchain pour développer leur projet. Parce qu'à l'heure actuelle, si toi t'es développeur, bah t'as le choix. Tu peux aller développer sur quasiment n'importe quelle autre blockchain, surtout si t'es développé, si t'es spécialisé dans tout ce qui est Solidity, aucun souci. La majorité des blockchains sont EVM compatibles, du coup tu peux t'amuser, tu peux te faire plaisir. Mais pourquoi je choisirais une blockchain plutôt qu'une autre? Bah il y a un dénominateur qui peut être très intéressant à prendre en compte, c'est l'argent. Ah oui, le monde tourne à l'argent, on va pas se mentir. Du coup, si tu es payé plus pour venir sur une blockchain que sur une autre, bah évidemment, le choix va être assez vite fait de ta part. Tu vas aller sur la blockchain qui va payer le plus cher. Et c'est comme ça que pas mal de blockchains ont réussi à choper des projets très intéressants en payant en fait les développeurs pour qu'ils viennent sur leur blockchain plutôt que sur une autre pour créer des applications qui sont plutôt cool. Ça, c'est l'étape numéro 2. Bon, maintenant que tu as les protocoles, il te faut les utilisateurs, parce que c'est bien beau d'avoir des choses cool sur ta blockchain, mais s'il n'y a personne pour les utiliser, ça sert absolument à rien. Qu'est-ce qui se passe? C'est le moment d'acheter des utilisateurs. Et pour ça, il y a plusieurs façons de faire. Soit tu vas venir distribuer des tokens au protocole, et les protocoles vont s'occuper de les distribuer aux utilisateurs, donc tu vas directement rémunérer les utilisateurs pour utiliser ta blockchain, ou alors tu peux faire un système un petit peu comme ils sont en train de faire Arbitrum en ce moment. Je sais, Arbitrum n'est pas une L1, mais c'est pas grave, ça rentre un petit peu dans le cadre. C'est-à-dire d'avoir un système, eux ils ont créé une odyssée qui permet aux gens de venir débarquer sur leur blockchain, de faire des petites transactions, de tester les protocoles, de bien s'amuser. Et suite à ça, en fait, ils vont être rémunérés en récupérant des NFT et potentiellement un airdrop en dollars Arbi qui n'existe pas encore à l'heure actuelle. C'est de cette façon-là que eux ont prévu en fait d'acquérir des utilisateurs, c'est-à-dire en les faisant venir, en leur disant, vous débarquez, vous faites ces actions-là, du coup vous utilisez nos protocoles, et nous en échange, on va vous donner X, Y, Z. Ici ce sera plutôt des NFT, et why not imaginer que ça pourrait être des tokens ou toute autre chose qui peut être plutôt intéressant, surtout au lancement d'un nouveau token. Voilà, maintenant que tu as de l'attraction sur ta blockchain, tu peux revenir à l'étape numéro 1, c'est-à-dire de dire, regardez, on a la meilleure des blockchains, on va faire du marketing de nouveau, on va dire, maintenant on a quelque chose qui fonctionne, on a des smart contracts qui sont plutôt cool, et en plus de ça, regardez sur la blockchain, on a des utilisateurs, et tu vas répéter ça, ce cercle-là, jusqu'à ce que ça arrête de fonctionner parce qu'on retourne en bear market. Je viens de te donner le secret, la majorité des blockchains ont fonctionné comme ça lors du bull run de 2021-2022. Plutôt 2020-2021, hein. C'est assez global, quasiment toutes les blockchains ont fonctionné sur des modèles similaires. Très intéressant de comprendre comment ça fonctionne. J'ai compris ça grâce à un sweat sur lequel je suis tombé. Je te le mettrai en description histoire que tu vois un petit peu plus en détail. Et c'est assez intéressant de voir la façon dont ça fonctionne, parce que tu te rends compte que ouais en fait c'est pas si unique que ça les blockchains que t'as vraiment adoré, et que finalement ce sont des modèles qui sont répétables et qui sont finalement plutôt bien pensés. Voilà, merci pour ton attention sur cette vidéo, et sur ce je te dis à plus. Ciao.